Bonjour Claude Santelli. Bonjour Hélène Kibarot. Écoute, je suis ravie de te recevoir ici aujourd'hui. On s'est vu quoi, il y a une dizaine de jours? Oui, c'est ça. C'est ça à peu près, dans l'émission d'Éric Durand sur Armada, sur Radio Armada. Et je me suis dit, cette femme est spécialement pour notre émission Parcours d'artiste. Parce qu'on a reçu ici toute une flopée de gens, de grands noms, etc. Et tous, ils sont multicasquettes. Mais on ne le sait pas. Et ça me passionne de voir que tous ces grands comédiens de théâtre, de cinéma, ou ces chanteurs, ils font tous d'autres choses en même temps. Ils sont artistes multidimensionnels. Et c'est ton cas. Et c'est ton cas, bien sûr, parce que tu vas nous raconter tout ça, parce que moi, j'étais éblouie par tout ce que tu sais faire. Mais déjà, ce qui m'éblouit encore plus, c'est que tu es maman de 4 enfants. Eh oui. C'est ça. Alors, comment as-tu pu concilier tout ça? En tant que comédienne, en tant qu'artiste pluridisciplinaire, on va dire. Alors, justement, malheureusement, quand j'étais maman, j'avais pas beaucoup le temps de faire autre chose à côté. D'être maman. Parce que j'étais maman et papa. Tu étais maman et papa, et tu les as eu rapprochés? Non, pas forcément. L'aîné, je l'ai eu très jeune. Oui. Je n'avais pas fini mes études encore, donc tu as été maman toute jeune, quoi. Mes parents sont beaucoup occupés de ma fille. Et on l'a un peu accaparé d'ailleurs, ils me l'ont un peu volé en fait quelque part. Ouais. Je leur en veux beaucoup de ça parce que j'aurais dû me battre un peu plus, mais je voulais qu'elle ait tout, je voulais qu'elle ne manque de rien. Et je culpabilisais en me disant que j'avais pas ce qu'il fallait pour l'aider, pour lui donner le maximum. Et j'aurais dû m'enfuir avec elle et partir. Mais alors après, non, c'est vrai, si j'avais pu... Oui, mais tu avais quoi, 16 ans, 17 ans? 19 ans. 19 ans. Mais bon, j'étais très, très jeune et très jeune, et encore pas très construite encore, tu vois, sur le plan cérébral. Donc, je me suis laissée un peu embobiner, je dirais, par mes parents. Et quel âge a-t-elle, cette fille? Elle a 45 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Et tu es grand-mère? Oui. Elle a un petit garçon de 5 ans, bientôt 6. Et elle est mariée donc avec une femme qui a 2 jumeaux de 3 ans. D'accord. Voilà. Et alors, après, tu as eu des garçons? Non, alors j'ai une deuxième fille. Alors là, après, je me suis mariée, donc mariée officiellement, donc devant le maire. Donc j'ai eu 2 filles avec ce père qui n'était pas présent non plus. Je me suis vraiment débrouillée toute seule. On est resté mariés 5 ans, après j'ai divorcé. Et donc il y en a une qui a 39 ans, l'autre 37. D'accord. Et qui sont mamans aussi? Alors celle de 39 ans, oui, elle est maman d'une petite fille, pareil, qui a 5 ans. En fait, ma fille aînée et ma deuxième, elles ont été mamans quasiment en même temps, à 1 mois et demi d'écart. Donc elle a une petite fille qui a 5 ans. Qui aura 6 ans au mois de septembre. Voilà. Et la troisième, elle habite Londres, elle est célibataire. D'accord. Et elle est là en ce moment à Paris, elle est venue travailler pour les JO. Donc elle est en mission pour... Très bien. Et tu en as un quatrième ou une quatrième? Alors un quatrième. Un quatrième. C'était un garçon avec un autre papa. Oui. Donc lui, il a 27 ans et il a quitté le nid familial au mois de février de cette année. Tout neuf. Donc, c'est tout neuf. Ça y est, enfin. Dis donc. Et donc tu as du temps là maintenant? J'ai du temps, non, parce que en fait, il faut que je travaille pour gagner ma vie, pour payer mon loyer, mes charges et tout ça. Sûr. Parce que la vie coûte cher, surtout à Paris. Mais en même temps, quand on entend ton nom, Claude Santelli, c'est ton nom d'artiste, Claude. Claude, c'est Claudine, tu m'as dit. Mais on pense tout de suite à Claude Santelli, qui est quelqu'un de ta famille, d'après ce que j'ai compris. C'est mon cousin germain, c'est mon cousin au 2e degré, très proche. Cousin germain de ma maman, donc cousin au 2e degré de moi. Tu m'avais dit la dernière fois que tu préparais un sujet. C'est mon projet, c'est de prendre des interviews de gens qui l'ont connu ou qui ont été passionnés par Claude. C'était un ponte de la télévision, c'était un des créateurs de l'ORTF, de l'ORTF. Qui était très ami avec Pierre Tchernia. Voilà, c'est ça. Il était vraiment un des créateurs, un des fondateurs de la télévision. Et
À l'époque, il n'y avait que du noir et blanc, il n'y avait que deux chaînes, je crois. Ouais, il n'y avait que 2 chaînes. Et ma mère avait acheté une télévision. Ma mère n'était pas très télévision, mais elle a acheté une télévision exprès. Pour le voir. Pour moi, pour que je puisse regarder les émissions qu'il proposait aux enfants. Parce qu'il était très porté par des émissions jeunesse. Lui, en fait, sa démarche, c'était, pour lui, la télévision, c'était juste un véhicule voilà, pour amener la culture dans les foyers. C'est la vérité, c'est fait pour ça. Mais c'est génial, c'est merveilleux. Oui, c'est la fonction culturelle de la télévision. Quelqu'un de très généreux et il voulait diffuser ça. Donc il y avait Livre mon ami, il y avait une émission donc déjà pour qu'ils aiment lire. Sur les livres, il présentait des livres à chaque fois. Pour faire aimer la lecture aux gens. Et il y avait le théâtre de la jeunesse, où donc il parlait du théâtre aux enfants et leur expliquait ce que c'était que le théâtre. Il était aussi un réalisateur de films et un metteur en scène de théâtre. Il a fait beaucoup. Oui, il a tourné beaucoup. Et tu te souviens de cette émission au théâtre ce soir? Bien sûr, parce que mes parents, on regardait tous les vendredis soirs, on était devant religieux. Au théâtre ce soir, voilà, au théâtre avec les costumes de Donald Cardwell. Et il y avait autre chose. Et les décors de, je ne sais plus. Voilà, ça on le savait par cœur. Mais Donald Cardwell, me rappelle. Tout le monde l'a retenu. Oui, Donald Cardwell. Et puis, il y avait Âge tendre et tête de bois. Ah oui, ça, j'ai pas trop... T'as pas trop, mais c'était les yéyés. Oui. Mais mes parents, ils étaient un peu classiques et donc du coup... Ah oui, t'as zappé ces émissions. Oui, moi, parce que ça aussi, on regardait ils étaient musique religieusement. classique, ils étaient, tu sais, j'avais pas le droit à la pop musique, j'avais pas le droit à des choses comme ça. Après, je me suis émancipée toute seule. Tu n'écoutais pas Salut les copains? Non, pas du tout. Oh là là, j'avais pas le droit. Moi, c'était Rimsky-Korsakov et Sherazade, moi, tu vois. Ah non, moi aussi, j'avais ça de la part de mon papa. Puis moi, je faisais du piano, comme toute jeune fille bien élevée. J'avais mes cours de piano avec la dame qui venait à la maison pour m'apprendre, qui me tapait sur les doigts avec sa règle en métal. Oui, tu as eu tout ça. Pour m'apprendre à jouer du piano. J'ai fait une quinzaine d'années de piano. D'accord. Tu t'en sers du piano? Ça fait longtemps que j'y ai pu toucher, mais enfin, le solfège, il est là. Je peux déchiffrer toujours une partition. C'est bien. Je peux refaire la lettre à Élise, il n'y a pas de souci. Tu as toute mon admiration. Oh, merci. Non, mais j'adorais le piano. Tu sais que j'ai fait des concours, j'ai eu une mention très bien. J'ai un petit diplôme à la maison, une mention très bien de concours de piano. J'avais une très très bonne prof. Après la vieille dame qui me tapait sur les doigts, j'ai eu une prof de piano beaucoup plus sympa. Elle est morte depuis longtemps, mais je veux dire qu'après, dans le suivi, j'ai eu une école, donc ma mère m'avait inscrit dans une école de piano où j'avais une dame très sympa, beaucoup plus jeune, et qui m'a présenté donc à un concours à la salle Pleyel, et je me rappelle, et donc j'ai eu une mention très bien. C'était, je me semble, si je me rappelle bien, c'était Debussy, je crois, c'était une pièce de Debussy. C'est pas facile ça. Non. Et c'était très sympa. Non, mais et tu t'en sers, je ne sais pas, dans tes pièces de théâtre, parce que tu joues beaucoup sur scène. Oui, est-ce que tu chantes? Alors, pas du tout. Alors, je ne chante pas bien. D'accord. Je chante dans ma douche. J'aime beaucoup chanter. Je fais du karaoké, j'adore chanter. Donc, tu ne chantes pas. Mais je ne suis pas du tout une chanteuse. J'ai pris des cours de chant. Tu danses. Voilà, j'ai pris des cours de chant. J'aime bien chanter, mais je me trouve pas assez bonne pour chanter en professionnel comme toi, par exemple. Tu vois, toi, tu es une vraie chanteuse. Moi, je suis... Et d'ailleurs, et tu sais que j'ai été recrutée en 2019 par une femme qui s'appelle Lina Lapellité, qui a eu le Lion d'Or au Festival de Venise en 2019, qui a créé une performance qui s'appelle The Mutes. Et elle cherchait des gens qui chantaient faux. C'est rigolo. Et donc je me suis inscrite et on était 400 personnes et j'ai été sélectionnée. On était une trentaine à avoir été sélectionnés pour cette performance. Rigolo, et il fallait faire une vidéo en train de chanter, donc sur une musique. Et il fallait chanter une chanson de Lou Reed. Voilà, ça c'était le casting. Après j'ai passé un casting en réel et donc j'ai été sélectionnée pour cette performance qu'on a faite pendant un mois. À la Fondation Lafayette Anticipation, tu sais, dans la rue du Plâtre, dans le Marais. On a répété pendant tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Ensuite, on a joué. Et donc, on marchait. Et c'était en anglais. On devait apprendre des textes en anglais. Et chanter faux. C'est un poète. En fait, il fallait chanter comme on voulait, en chœur. On avait des chants de groupe et des chants solos.
Et donc, c'est un poète contemporain anglais qui a écrit en anglais et on devait chanter, donc on devait apprendre les textes par cœur. Et j'ai fait partie de cette aventure qui était vraiment géniale. J'ai rencontré des... Vous ne chantiez pas faux du tout, en fait. Alors, les gens... Parce qu'en fait, ce qu'elle voulait... C'était une chorale, quoi. C'était un chœur de gens qui chantent ensemble. Oui, mais non, voilà. mais la plupart des gens ne chantaient pas du tout, ne chantaient pas juste, hein, vraiment. Et en plus, quand on chantait ensemble, ça faisait une espèce de cacophonie. Ah oui, quand même. Alors, les gens venaient... Alors, c'était entrée libre. Les gens venaient s'asseyaient sur des bancs. Ils nous écoutaient. Ils pouvaient circuler. Parce que nous, on marchait. Donc, on marchait, on s'asseyait, on chantait. C'est trop on se chantait d'un bout à l'autre de la pièce. On avait des espèces de balcons. On chantait au balcon. Et les paroles étaient assez étranges. Tu vois, première parole, c'était je n'ai jamais eu la rougeole, je n'ai jamais eu les oreillons, je n'ai jamais eu la syphilis, etc. Ah ouais. Et oui, c'était très étrange. C'est un truc comique, en fait. Ça pouvait être drôle parce qu'à un moment, je suis passée à côté d'un monsieur. I've never had syphilis. Et alors, il me regarde et j'ai fait yes, I did. I never had syphilis. Heureusement. Lucky you. Bah oui, heureusement pour vous. Mais comme ça, il y avait des petits trucs très drôles. Et ils nous ont pris pour chanter au Drac du Val-de-Loire à Nantes. On est tous partis comme ça en groupe pour chanter là-bas. Donc c'était vraiment une performance artistique. Et c'était génial, c'était vraiment un événement. Et donc, je te dis, ils nous ont recrutés parce qu'on ne chantait pas bien. Et on a eu un article dans le Times quand même. Ah, quand même. Et, quand même. Et dis-moi, alors, tu as pu mener ta carrière de comédienne entre deux enfants? Non, parce qu'à l'époque, je n'étais pas comédienne. Enfin, je n'étais pas comédienne. Je ne travaillais pas... professionnellement. En fait, j'avais commencé à faire un peu de figuration au cinéma, ce que j'ai toujours adoré. Je suis très cinéphile. J'ai toujours adoré aussi. Quand j'étais étudiante, à l'époque... Donc, j'ai l'impression que c'est il y a très longtemps. Quand j'étais étudiante, les places de cinéma coûtaient 3 francs. Oui. Et du coup, parfois, j'allais parfois 3 fois, 4 fois dans la journée au cinéma. Quand je n'avais pas de cours, je me faisais une journée cinéma et j'absorbais tous ces films. Les films. Voilà, Fellini, West Side Story, Lelouch, tout ça, des films américains. Tout ça, je dévorais tous ces films cultes et je me faisais une journée cinéma. Je faisais 3-4 films par jour et c'était génial. Et tu te faisais un festival de Cannes à toi. C'est ça. Et pour pas grand-chose, tu vois. Et du coup, j'adore le cinéma, c'est vrai. Et ensuite, j'ai voulu, je voulais créer. Moi, je suis qu'une créatrice, donc je voulais faire du dessin, je voulais être illustratrice de livres. C'était ma première. J'ai commencé à dessiner très jeune, à 5 ans. Et j'écrivais aussi des petits textes. Donc j'écrivais, je dessinais. Et c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai été en préparation d'une école d'art, d'une école d'art graphique, l'ESAG, l'École supérieure d'art graphique à Paris. J'ai préparé les Beaux-Arts et en fait, ils m'ont refusé parce qu'ils me disaient « Ah, maintenant, vous êtes plus art déco ». Oui, le problème, c'est que je n'avais pas préparé mon dossier art déco. Donc, je me suis dit « Zut, je ne vais pas perdre une année ». Donc, et j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et donc, je me suis dit « Je n'ai pas envie de perdre une année ». Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ma mère étant médecin, je trouvais ça génial de soigner les gens. Et donc, je me suis inscrite en kiné. D'accord. Et donc, j'ai fait 2 ans de kiné. D'accord. Mais après, j'ai pas trop aimé la kiné. Donc, je continue à dessiner, bien sûr, à côté. Mais j'ai dévié et j'ai fait passer mon diplôme d'état de pédicure podologue. Ce qui n'a rien à voir. La kiné, ça avait quelque chose à voir, mais si tu veux, et c'était le côté soigner les gens. Et en même temps, en parallèle, je me suis inscrite au cours de dessin de la ville de Paris. Et donc, j'ai fait les cours du soir de la ville de Paris. Donc, je travaillais en tant que pédicure podologue, mais j'avais les cours du soir de la ville de Paris où j'apprenais le dessin d'après-moulage, le modèle vivant, les dessins analytiques, etc., etc. Et je faisais des expos également. Ah oui. Et puis après, quand j'ai arrêté mon travail, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup soigné les gens. J'adore soigner les gens. J'adore faire des massages, soigner les gens, voilà, les soigner quand ils ont mal. Ça fait partie d'un de mes mantras aussi dans ma vie. Et donc, quand ma maman est décédée, je me suis dit, allez, il est temps de passer à autre chose. Donc, je me suis inscrite à la Maison des artistes en tant qu'artiste-auteur. Pour essayer de vivre de mon art, donc sur le plan art plastique. Et j'ai une amie qui me dit, voilà, écoute, viens me voir, on fait une soirée impro-clown, ça va beaucoup te plaire. Je suis allée la voir, et là, je suis tombée amoureuse du clown.
Ah ouais, non, mais vraiment, et je me suis inscrite, j'ai fait pendant une dizaine d'années. Tu es devenue clown. Ah ben, mais j'étais complètement... ah oui, mais c'était... Donc avec un nez rouge et tout ça. Avec un nez rouge, clown de théâtre. Donc vraiment, je précise, pas clown de cirque, un clown de théâtre. Et je trouve que c'est une école de la vie incroyable et c'est un travail corporel, c'est un travail cérébral. De mime aussi. Alors oui, il y a ça, mais en même temps, en fait, on incarne quelque chose. Et elle disait, la prof, elle nous disait, mais voilà, quand on est clown, en fait, il faut croire à ce qu'on fait. Parce que si on y croit, le public le croit aussi. Si tu vois l'eau monter et que tu es là, tu vois l'eau monter, vraiment, les gens vont le voir aussi. Ils vont le voir. Et c'est l'ici et maintenant. Et c'est vraiment c'est de la création. La sincérité du clown, vraiment. Et l'interaction avec le public aussi. C'est ça qui me plaisait bien. C'est d'avoir une interaction. Parce que le théâtre, bon, c'est gentil, tu es là, tu regardes à l'horizon, au-dessus des têtes et tu dis ton texte. Des spectateurs et tu dis un texte. Bon, et tu es dirigé par quelqu'un. Alors que le clown, c'est spontané. Ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose de très très fort, je trouve, et de très libérateur également. Donc j'ai fait beaucoup d'années de clown, et ça a été ma formation vraiment théâtrale. Après, j'ai une copine clown qui était metteur en scène qui m'a dit « Viens, on va monter une pièce, je veux que tu joues avec nous ». Donc c'était ma première expérience théâtrale. Et puis après, j'ai continué théâtre, cinéma, etc. etc. Donc j'ai fait des formations de marionnettes aussi. J'ai été marionnettiste. Carrément. Ouais. J'étais marionnettiste. Ah oui, pour les enfants, tu as tous. Alors pas pour les enfants, c'était un spectacle. Donc c'était Fabrice Melchior qui a écrit pour les enfants, en effet, qui s'appelle Boulimiro. C'est un texte qui s'appelle Boulimiro. Et moi j'étais Daddy, j'étais son père, et j'avais une énorme marionnette à taille humaine, avec j'avais une sorte de corset, avec une grosse, comment dire, un crochet, un crochet en métal comme ça, et clac, j'accrochais le Daddy sur moi. J'avais la main gauche qui servait qui était sa main gauche, et avec ma main droite, je portais sa tête. Elle était très, très grande, cette marionnette, elle me cachait complètement. Et ses deux pieds étaient accrochés à une de mes jambes. Et je marchais comme ça, donc j'étais Daddy. Et j'étais Milan aussi, une petite marionnette portée, qui était un petit enfant immigré, qui était perdu avec sa petite sœur. Et donc c'est pareil, c'est une petite marionnette portée. Donc on a fait 2 ans de tournée avec avec les planches à musique, c'est le nom de la compagnie. Et on était à Cabourg, au festival de Cabourg. Mais ce n'était pas spécialement pour enfants, c'était pour tout le monde. Non, alors c'était pour tout public. C'est une histoire avec des enfants, mais ça parlait de choses, d'enfants inadaptés qui découvrent la vie avec des parents un peu bizarres. Mais c'était très intéressant. Fabrice Melchior, c'est un très bon auteur. Et donc j'ai fait ça 2 ans de marionnette, et j'ai fait beaucoup de cours de marionnette à l'école de la marionnette à Paris, rue Bassefroid. Donc j'ai fait beaucoup de formations, d'écriture, fabrication, marionnette sur table, théâtre d'objets. J'adore la marionnette, je trouve que c'est magique, c'est très poétique comme technique. Donc et alors maintenant, tu es cinéma. J'essaye oui, j'ai une coach, j'essaie de travailler sur des... Oui, tu es dans plein de films. Voilà, j'essaie de travailler un peu, j'aimerais bien avoir des rôles, des vrais rôles, pas que de la figuration, parce que la figuration c'est bien gentil, mais c'est pas très intéressant. Donc là, demain, c'est vendredi, pardon. Vendredi, j'ai une rencontre casting avec une directrice de casting. J'ai une petite scène que j'ai préparée pour voir peut-être me faire repérer, on ne sait jamais. Et puis après, le soir, je passe sur scène avec un concours de burlesque, mais c'est du air burlesque. C'est quoi? Alors, le air burlesque, en fait, ça va être de l'effeuillage sans s'effeuiller. C'est-à-dire qu'on va être 7 candidates. Ouais. J'ai été sélectionnée donc c'est une ancienne prof de burlesque que je connais depuis 2009, qui est une ancienne prof, donc qui a dit voilà, je fais un concours au Ground Control, c'est rue de Charolais, à côté de la gare de Lyon. Donc c'est à 19h, ça sera vendredi 19. On sera 7 candidates, et donc on va s'effeuiller. Sans s'effeuiller. Juste en mimant. Voilà. Tac, 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 tac. Et donc, on va une musique, bien sûr, on a une musique à nous. Et donc, et donc, on s'effeuillera sans s'effeuiller. En fait, ça sera de air burlesque, comme l'air guitare, tu vois. Oui. Ça sera du air burlesque. Oui, c'est ça, c'est assez original. J'espère qu'on aura du monde, j'espère qu'on aura du public. C'est quand ça, tu as dit? C'est vendredi. Ah oui, vendredi à 19h, oui.
D'accord. J'espère qu'on aura du monde. Donc ça, c'est... Chacun répète tout seul. Voilà, et puis vers 16 h, on a une répétition de tout le monde. Et après, il y aura un jury, bien sûr. C'est rigolo. Il y aura un vote du public, enfin voilà. Et après, donc, celle qui gagne, elle aura des cadeaux. Enfin, il y a des sponsors, des gens des créateurs qui seront là, créatrices d'accessoires et de chapeaux, etc., qui offriront des cadeaux à la gagnante. Et tu m'avais dit aussi, donc tu prépares un sujet aussi sur Claude Santilli. Oui, alors ça c'est un roman graphique, voilà. C'est quoi un roman graphique ? Un roman graphique, en fait. C'est une bande dessinée ? On écrit, non, c'est pas une bande dessinée. C'est un livre avec des illustrations qui sont un petit peu aléatoires dans le livre, dans les pages, mais c'est pas des cases comme la bande dessinée. C'est beaucoup plus... Ça émerge dans la page, mais c'est pas des cases enfermées, tu vois. C'est moi qui vais dessiner, bien sûr. Je vais écrire et dessiner, bien sûr. Tu es en train de préparer ça ? C'est un projet, en tout cas, qui est un projet qu'il a dans mes petits casiers. Dans le stock des projets. Et oui, parce que j'ai des projets, bien sûr. Après, j'ai des choses un peu plus actuelles. Alors, c'est quoi Donc, j'ai cette pièce qu'on va jouer au mois de septembre. Oui. Comment elle s'appelle ? Raconte-nous. Alors, ça s'appelle 13 rue de Paradis. Oui. C'est une pièce, un duo comique. Donc, ça a été l'idée de mon co-auteur qui s'appelle Stéphane Boissier, que j'ai rencontré sur des tournages. On s'est rencontrés sur des tournages de films, de longs métrages ou de séries. On a sympathisé, on est devenus amis. Et puis, un jour, il me dit écoute, j'ai une idée de pièce de théâtre, mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'une personne féminine, donc une femme, pour jouer avec moi. Voilà. Et puis j'ai besoin d'écrire. Et voilà. Donc est-ce que ça te plairait qu'on co-écrive cette... Donc il m'a donné les idées. Moi j'ai commencé à écrire. Donc lui me donnait ses répliques que j'écrivais. Moi j'ai écrit mon propre texte. Et donc on a mis plus d'1 an à terminer cette pièce, à la jouer, à apprendre à chercher des théâtres. Donc on l'a joué au Darius Milhaud entre mai et juillet. Et là, donc en septembre, on a passé une audition et on la passe au Théâtre, qui est un petit théâtre dans le 15e rue Théodore Deck, qui est derrière la porte de Versailles. Et donc c'est un festival de théâtre qui s'appelle Les Bonimenteurs. Et il y aura plein de pièces comme ça qui vont être jouées pendant 5 jours. Donc on va jouer tous les jours à des horaires différents, entre mercredi et dimanche. Ça parle de quoi, cette pièce ? Alors c'est une pièce, en fait, le thème c'est le confinement. Il y a 4 ans. Donc c'est 2 personnages que tout oppose, qui se retrouvent enfermés malgré eux dans un appartement. Et le soir où ils se découvrent dans cet appartement où ils ne devraient pas être ensemble, Macron annonce donc le discours où personne ne doit sortir, tout le monde est interdit de sortir, on n'a plus le droit de voyager, on n'a plus le droit de sortir, on doit garder ses distances, mais on ne doit plus sortir, on ne se connaît pas, et tout à coup, pouf, on se retrouve enfermés ensemble. Donc voilà, la thématique, c'est ça. Ça part de là. Et donc, moi, je suis une influenceuse un peu pétasse, qui a été larguée, qui arrive de Dubaï, très bling-bling. Et lui, c'est un écrivain un peu largué, qui est très timide et qui doit écrire parce qu'il n'a plus d'argent. Et son éditeur l'oblige à écrire un best-seller, parce qu'il a écrit un best-seller il y a 12 ans. Et donc, il est là pour trouver l'inspiration. Et donc, on se retrouve coincés tous les deux. Et lui, c'est rigolo, c'est une pièce drôle ? Oui, oui, bien sûr. Bien. Ah oui. C'est comique, en plus, il y a une interaction avec le public. D'accord. Oui. Bien sûr, c'est drôle. Ah oui, heureusement, ce genre de sujet, il vaut mieux que ça soit drôle, parce qu'il vaut mieux quelque chose de décalé. Pour Et alors, tu nous as parlé, t'en parlais dans l'émission de radio l'autre jour, des drag kings. Ah oui, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un drag king. Et hélas, le problème, c'est que tout le monde connaît les drag queens, bien sûr. Surtout qu'en plus, il y a des spectacles. Bien sûr, en plus, il y a l'émission Drag Race en ce moment sur France TV qui passe, c'est la saison 3 de Drag Race, qui a été inspirée par RuPaul's Drag Race aux États-Unis. France TV. France TV. Ouais. Tous les vendredis. Donc la finale est là, ce vendredi-là, la finale de la 3e saison, que je regarde assidûment, j'aime beaucoup. Et donc, en fait, moi, quand j'ai fait du burlesque en 2009, j'ai découvert le burlesque. Je trouvais ça génial, on pouvait créer donc le burlesque, c'est l'effeuillage. Alors le burlesque, c'est de l'effeuillage, mais pas que.
on n'est pas obligé de se déshabiller en fait dans le burlesque. On crée un numéro de A avec à Z. Avec une belle musique, etc. Avec une musique, une bande-son qu'on peut créer nous-mêmes. On fait du lip-sync, par exemple. C'est comme du playback en fait. On peut chanter ou pas dessus. Après, on peut avoir plein de... On danse. On peut danser, on peut faire de la magie, on peut faire du clown, on peut faire... On parle pas. On peut faire de la contorsion. Alors, on peut parler, on peut faire du stand-up aussi, bien sûr. Moi, je m'adresse au public parfois. D'accord. Bien sûr. Et donc, on peut se déshabiller ou non, c'est pas obligatoire du tout. En fait, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais il faut raconter une histoire au public entre 3 et 6 minutes maximum. Il y a un début, un milieu, une fin. Ça, c'est le burlesque. Il faut attirer les gens. Il faut les hypnotiser, il faut hypnotiser le public avec une histoire. D'accord. Et donc, évidemment, j'ai créé des numéros comme ça, complètement fous, parce que bon, j'ai mon côté clown. Oui, tu évidemment, peux faire qui était là. Choses, J'étais en Blanche-Neige, j'étais en sirène qui accouche sur scène, j'étais en femme libre, en gitane qui dit que l'amour, finalement, c'est pas intéressant, la liberté, c'est tout. Voilà. Bref, enfin, j'ai créé des numéros comme ça. J'ai fait beaucoup de danse orientale aussi, donc je me sers aussi de mes expériences en danse contemporaine, classique, orientale, donc avec des voiles, avec des éventails, des grands éventails. J'ai fait de la danse avec éventail de plumes aussi. Oh, que ça doit être beau, ça. Un petit peu le côté années 30. C'était dans les cabarets? Tu allais dans les cabarets avec J'étais dans des cabarets, j'ai été sur des scènes... pas mal de scènes, ou des chorégraphies de groupe, parce que dans l'école où j'étais, l'école des filles de joie de Juliette Dragon. Oh, c'est joli ce nom, l'école des filles de joie. On était à la Bellevilloise, on a fait des spectacles là-bas, avec toute l'école, donc toutes les filles qui étaient à l'école. Et puis après, j'ai commencé à postuler pour des festivals aussi internationaux, puisque j'étais à Dublin, j'étais à Londres, j'étais en Italie, j'étais au festival burlesque de Pavie. Et donc, j'aimais bien m'expatrier comme ça, aussi aller voir ailleurs des choses. C'était très intéressant. Et puis, j'étais en province aussi, à Toulouse. Et après, donc, je rencontre une jeune femme qui fait du burlesque, qui est américaine, qui s'appelle Louise Deville, qui dit, voilà, moi, j'organise un atelier. Be a man for a night. Découvrons notre côté viril. Très bien. Je dis, mais génial. De toute façon, toujours curieuse, toujours à l'affût de nouvelles choses. Je m'inscris et là, c'est le déclic. Je me dis, mais c'est incroyable. Donc, on découvre sa part virile, on découvre... C'est terrible, oui. On trouve des stéréotypes masculins, on les déconstruit, on se les réapproprie. C'est ça. Et on s'aperçoit tout à coup, sur scène, on peut se découvrir homme avec des attributs masculins et en jouer. Tu vois, donc libération totale, en plus très féministe, parce que c'est très, c'est très féministe, c'est très politique. On revendique des choses, on se débarrasse des injonctions sociétales de la femme, des choses qu'on a depuis notre enfance, qui nous ont dit alors faut sourire, faut être mignonne. Mais pas trop. Oui, non, mais il faut sourire, mais... C'est toujours, mais pas trop. Oui, pas trop. Oui, voilà, faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas rire trop fort, il ne faut pas éternuer trop fort, il ne faut pas rire, voilà, bref, pas des choses trop fortes. Il faut croiser les jambes, il faut être sage, il faut être mignonne, il faut se faire aimer, etc., etc. Et là, tout à coup, tu te retrouves, tu te bandes les seins, tu te fais un service 3 pièces maison, tu te fais une moustache et tout, et là, tu es un bonhomme et tu te dis, mais j'en ai rien à foutre, moi, voilà, je fais ce que je veux d'abord et j'occupe l'espace parce que je suis un mec. Alors, bon, après, il y a la caricature, en même temps, il y a le côté libérateur aussi du stéréotype masculin. Et donc, je commence à découvrir cet avatar masculin que j'appelle Jeff Scary. J'ai effrayant, parce que j'aime bien les jeux de mots idiots. T'aimes bien qu'il soit effrayant. Oui, mais scary, oui, parce que j'ai commencé à faire mon premier personnage, Jeffrey, en fait, la première fois que je le crée. Il a un chapeau melon, il a une cravate, il a une moustache, et en fait, je pense à Alex d'Orange Mécanique. Ah oui. D'accord. Le côté violent, le côté, la violence, ça, le truc un peu, mais bon, après, en bad boy, mais moi, après, moi, je suis quelqu'un de pacifiste, hein, donc je l'ai adapté à moi, si tu veux. C'est plutôt le look, j'aime bien l'esthétique de Alex, mais pas sa violence. D'accord. Donc, mais par contre, son côté, faut pas venir me chercher, quoi, tu vois. Ça fait partie un peu de son personnage, parce que il peut être cow-boy, il peut être dandy. J'aime bien le dandy, alors souvent, j'ai un chapeau claque avec une redingote, avec une queue de pie.
Et j'ai une petite moustache, bien sûr, pailletée avec un jabot, une chemise blanche. Et tu l'incarnes, cet homme, en ce Alors moment. voilà, et à un moment, je me dis, c'est bizarre. Enfin, voilà, on est plusieurs drag kings, on n'était pas très nombreux, on était une quinzaine, tu vois, sur Paris. Ouais. Oui, on n'était pas très nombreux. Et je me dis, mais en fait, on n'a pas de scène pour jouer. Ah. On est des drag kings. Les drag queens, elles ont plein d'endroits pour jouer, mais nous, on n'en a rien. Donc j'ai demandé à quelqu'un, un mécène, vraiment quelqu'un qui avait un bar métal à Ménilmontant, où j'allais faire pas mal de performances sur scène. Je lui dis, écoute, j'ai une idée, est-ce que tu peux me donner une date et je voudrais essayer de faire un cabaret où il n'y aurait que des drag kings. Et il me fait d'accord, ok, tiens, voilà, je te donne une date. C'était en juillet 2016. Et donc, je fais ça. Et là, on a rempli la moitié de la salle et les gens, ils étaient épatés. Ils ont dit, ah, mais c'est génial. Et la deuxième fois, on était blindés. On était plein. On a refusé du monde. Et après, ça n'a pas arrêté. Il y avait du monde tout le temps. La salle est devenue trop petite. Donc, en 2019, en plus, bon, ça a été vendu. Lui, hélas, il est décédé. C'était un homme adorable, vraiment mécène. Il ne nous demandait rien. Toutes les recettes étaient pour nous. Il voulait qu'on lui donne rien, mais il n'y en a pas beaucoup des gens. Oui, mais vous étiez 15 quand même. Non, mais on n'était pas 15 sur scène, mais j'ai essayé de limiter quand même, parce qu'il fallait, moi je voulais les payer, mes artistes, tu vois, je veux pas que les gens ils jouent gratuitement, parce que les artistes ont besoin de vivre comme tout le monde, donc faut pas jouer gratuitement, c'est pas bien. Les artistes, plus que tout le monde encore, ont besoin de vivre et de gagner leur vie. Ils ont des charges comme tout le monde, ils doivent manger, payer leur loyer. Donc non, c'est important de payer les artistes. Et alors là, ça continue, vous avez trouvé un autre lieu ? Oui, bien sûr, j'ai retrouvé un autre lieu. Donc j'ai beaucoup joué au club rue Saint-Denis, qui est un lieu où il y a pas mal de... C'est pas mal un lieu LGBTQI+, il y a beaucoup de spectacles drag, de queens surtout. À l'époque, il y avait beaucoup de spectacles drag queens, techno, etc. Donc tout de suite, ils m'ont dit oui, bien sûr, viens. De toute façon, tous les lieux qui font des spectacles drag queens devraient prendre. Et la jauge était beaucoup plus importante, puisque là, à la Cantata, c'était 50 places, 45 places, 50 places. Là, on avait 120 places. Donc là, et c'était rempli. Il y a des jours où on n'arrivait pas, les gens n'arrivaient pas à marcher. Tout le monde était par terre, assis par terre, en train de regarder le spectacle. Et là, j'ai fait en plus venir des drag queens pour être des co-hosts avec moi, qui présentaient la deuxième partie du spectacle. Et donc, entre 2016 et là, 2023, puisque ma dernière scène, c'était en octobre 2023, où je fêtais mes 10 ans de drague. Wow. Donc j'ai fait venir les anciens. J'aurais dit venez, on va fêter ça, on va se faire une sorte de spectacle avec les vieux de la vieille. Et c'était au cabaret de l'Hirondelle, qui est à Saint-Michel, cabaret des merveilles, rue de l'Hirondelle, qui est un lieu queer et féministe. Et petit, bon, il y a 40 places, mais on était plein. Et donc, du coup, on a fêté nos 10 ans, justement. Et c'est toi qui portes tout ça? Alors moi, je suis le maître de cérémonie. Je prends les artistes, je les choisis. J'organise le line-up, c'est-à-dire que je fais les musiques, les fiches techniques, etc. J'enregistre les musiques, je passe les musiques. C'est moi qui fais la régie parfois. C'est moi qui présente. Voilà, couteau suisse. Et donc, j'ai refait un autre cabaret, donc j'appelle ça dur à queer. Et c'était pour un festival féministe à Savigny-sur-Orge, parce que c'est une jeune femme super qui organise le Festifouf tous les ans, qui est un festival féministe, qui m'a dit propose-moi un spectacle. Et donc j'ai fait venir 2 autres artistes queer. On a fait 2 numéros chacun. C'était super, avec une scène incroyable, une régie incroyable. Et donc, elle nous a acheté notre spectacle donc pour le festival. Bon, depuis, j'avoue qu'au niveau du temps et financièrement, je n'ai pas pu refaire de spectacle pour l'instant. Après, il y a eu plein d'autres dragues qui ont commencé à naître, des bébés dragues, comme on dit, qui ont commencé à créer leur propre... moi, mon cabaret s'appelle Drag My King. Et il y a eu donc des gens qui sont venus jouer avec moi, qui ont créé leur propre cabaret. Donc il y a la Kings Factory, il y a eu, après en province, il y a eu plein d'autres, la Maison Clinquante à Toulouse, etc. Et maintenant, sur le groupe Drag King, on est plus de 500. Ah oui. Alors, on en est 15 au début et maintenant on est plus de 500 dans toute la France. Il y en a à Montpellier, il y en a à Bordeaux, il y en a à Lille, il y en a partout. Et à Marseille, etc. Oui, c'est très important parce que ça permet aux êtres humains, quels qu'ils soient, de se rendre compte qu'on est tous et de avec la masculinité et la féminité en même temps, que l'on soit homme ou femme, c'est mélangé. Et puis non-genré même, de toute façon, il faut arrêter avec les étiquettes. C'est ce que je dis souvent au public.
on est tous uniques. On est tous uniques, on est précieux parce que de ces deux énergies, personne ne ressemble à quelqu'un d'autre. Donc voilà, faut vous préserver et il faut vous entourer de gens bienveillants parce que on a besoin d'être soutenu aussi pour être ce qu'on est. Et des gens qui ne sont pas dans le jugement, qui nous acceptent comme on est, qui nous aiment comme on est. Ça, c'est très important. Moi, je suis entourée de gens autour de moi qui m'aiment comme je suis. Que dit ta progéniture de tout ce que tu fais? Ils étaient un peu, alors mes filles étaient un peu genre, oulala, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elles étaient un peu dubitatives. Après, je pense qu'elles ne veulent pas me le dire à chaque fois, mais elles sont assez, elles me l'ont dit quand même, qu'elles étaient assez admiratives de mon côté un peu fou, un peu de tout ce que tu as créatif, un peu. Alors après, elles m'ont reproché plein de choses. Bien sûr, j'étais pas assez là, que j'étais pas assez présente, que j'étais une mère indigne, que je me suis pas assez occupée d'elle, etc. Ce qui est vrai, mais bon, après, je pouvais pas être partout. Non plus, c'est vrai, j'ai essayé de faire de mon mieux. De toute façon, les mamans ont toujours cette culpabilité-là. J'ai essayé de faire de mon mieux, et c'est vrai que si c'était à refaire, peut-être que là, je arriverais à équilibrer. Plus présente. Oui, je pense que voilà, si je m'étais rendu compte, puis j'étais jeune aussi, un peu trop jeune à l'époque. Mais tu sais, de toute façon, qu'on s'occupe de sa carrière ou qu'on s'occupe de ses enfants, on est coupable. Oui. Alors voilà, on vit avec ça. J'ai fait une thérapie, mais bon, voilà, et mon psy me disait, écoute, tu as fait de ton mieux. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, j'ai fait de mon mieux. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire encore mieux. Mais oui, mais il faut pouvoir, enfin, il faut avoir les compétences pour et les idées. Et voilà, j'essaie de réparer les choses. Ouais, j'essaie de réparer les choses, j'essaie de leur dire maintenant qu'elles sont mamans elles-mêmes, etc. Elles vont comprendre, oui. Voilà, vraiment, je vous aime tous. Mes 4 enfants, je les adore. C'est vraiment ma priorité, c'est mes enfants. Je ferai tout pour eux, pour elles. Je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Le grand truc qu'on a eu à résoudre toutes, c'était comment se réaliser pleinement. Cet amour que je n'aurais pas donné comme elle aurait voulu, mais que je ressens profondément. De toute façon. Et évidemment, elle me reproche des choses, mais moi, en tout cas, je les aime réellement et sincèrement, quoi, en tout cas. C'est clair. C'est ma famille, quoi, c'est ma bulle, c'est ma tribu. C'est ta tribu. Ouais. Et donc, je les adore tous, mes enfants, mes petits-enfants, enfin... Et j'espère qu'il leur arrivera rien, j'espère. Et que tu as porté tout ça à bout de bras, quand même, puisqu'il n'y avait pas les papas. Hein. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis alors, c'était pas des artistes. Non seulement il n'y avait pas les papas, mais parfois c'était même un peu. Ils me facilitaient pas les choses non plus, ça, parce que ils mettaient un peu les bâtons dans les roues aussi. Mais bon, mais en tout cas, c'est comme si le projet qu'on a mis dans l'organisme des garçons et celui qu'on a mis dans l'organisme des filles étaient complètement opposés. C'est ça. Oui, c'est comme s'il y avait des programmes, tu sais, comme dans les ordinateurs, mais ces 2 programmes, pour les concilier, c'est pas toujours évident. J'ai une mère très, très, très féministe. Pas militante, tu vois, mais qui me disait, alors une femme, à notre époque, doit avoir son permis de conduire, doit avoir son compte en banque, ne doit pas demander d'argent à son mari. Si tu veux t'acheter une robe, il faut que tu puisses avoir ton argent et te l'acheter toi-même. Enfin, tu vois, elle m'a bien suriné tout ça. Ah oui, c'était pas une femme soumise et c'était pas une femme qui se laissait faire, donc elle m'a inculqué quand même certaines choses. Et mes filles, elles sont toutes très indépendantes. Elle en avait souffert de son côté. Ah bah écoute, c'était sa carrière d'abord, elle m'a eu très tard. Et elle était très très indépendante et déjà avec un fort caractère, tu vois, dès son adolescence. Et tu as des frères et sœurs? Pas du tout. Pas du tout, donc tu étais fille unique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce grand parcours que tu nous as décrit et quels sont tes projets là? Alors les projets, donc il y a ce projet, septembre avec 13 rue de Paradis, avec Stéphane. Tu es au théâtre? D'ailleurs, on sera le 23 juillet avec Eric Durand à Armada de nouveau, mais pour dérogation estivale, pour parler de 13 rue de Paradis. Mais on sera tous les deux, puisque la dernière fois j'étais toute seule, mais on sera tous les deux. D'accord. Et puis là, donc, j'ai fait une formation pour travailler pour les JO. Donc, en fait, cet été, je vais être complètement dans la bulle Jeux Olympiques. C'est là que tu fais tes feux d'artifice? Alors, mon feu d'artifice, j'en ai fait un donc, pour le 13 juillet, puisque évidemment, c'est le feu d'artifice. J'ai fait ça dans 77, parce que je suis artificière, j'ai mon C4. Donc j'ai fait un feu d'artifice en effet en tant qu'artificière le 13 juillet, mais non, là pour les JO... Est-ce que tu as sauté en parachute? Voilà, parce que moi, non, pas encore. Non, mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie de mourir pour l'instant. Donc, on ne meurt pas de ça.
Je sais pas, on sait jamais. Donc là, maintenant, je commence à me méfier. J'ai eu des accidents, j'ai des choses. Alors, je fais de la plongée, je disais ça à mes copines, pour nous les femmes, ce qu'il faut faire, c'est au moins un enfant et sauter en parachute. Ah oui, non. Bah, écoute, je te le laisse. Je ne sauterai pas en parachute. J'ai fait du parapente. Ah. J'ai fait 2 fois du parapente, mais saut en parachute, non. Mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est le parapente? Parapente, tu sais, tu es assis sur un espèce de petit truc et puis il y a une voile et tu planes. Ouais, bah c'est pas mal déjà. C'est génial. Puis tu vois, moi j'étais en Corse, ça t'a pas fait peur, j'ai vu les fonds marins, là c'était tellement magnifique. Beau. Ah ouais. Mais il y a des morts quand même. Hein. Donc j'ai des amis qui sont fans de parapente. Ouais, il y a des morts, il y a des gens qui se tuent quand même. Hein. Mais tu sais, moi j'ai mon chef d'orchestre, on l'appelle le chef parce que c'est le chef du groupe, et il fait du parapente. Et je me souviens quand je lui ai dit on fait le Casino de Paris, c'était le premier que je produisais, ça devait être 98. Et il était très mal avant d'entrer en scène. Il avait très peur. Ah bon? Et il était carrément couché par terre et tout. Je suis allée le voir, je lui ai dit, mais attends, toi tu fais du parapente et tu as peur de ça? Il m'a dit, ah ben c'est pas pareil. À la limite, il aurait préféré être sur son aile. Ouais. Mais enfin, ça s'est arrangé. On a fait un très beau spectacle quand même. Bah, j'espère. Mais moi, j'étais sidérée. J'ai dit, ce mec-là qui n'a pas peur, là, tous les week-ends, il est en train de voler à une altitude énorme, quoi. Parce que ça va haut. Hein. Ouais. Et donc là, je serai dans la sécurité. Voilà. Très bien. Pour tous les JO. Peut-être que vous me rencontrerez si vous allez au Stade de France ou à la Porte de Versailles. Mais pas dans les feux d'artifice. Non, bah là, il n'y aura pas de feux d'artifice. Ça sera vraiment... ils ont beaucoup recruté. Et comme tous les tournages sont arrêtés pendant l'été, à cause des Jeux, il n'y a pas de tournage, les théâtres ferment. Donc, je me suis dit, ils recrutent pour quelque chose. Ben voilà, très bien, je vais travailler. Couteau suisse. Pourquoi pas? Et puis, c'est une expérience professionnelle nouvelle. Tu vas pouvoir t'en servir. J'ai appris des choses. On avait un bouquin comme ça à apprendre. J'ai découvert le code pénal, le code de procédure pénale, des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. Ah non, c'était très intéressant. Ouais. Tu sais, c'est Louis de Funès qui disait ça, qu'il avait tout appris pour ses rôles en faisant tous ces boulots qu'il avait fait annexes. Et ben là, justement, il a dit que tout lui a servi. Mais justement, je me suis dit, c'est génial, parce que je vais travailler ma mémoire. J'ai révisé tout l'alphabet international. Tu sais, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. C'est l'alphabet que tout le monde devrait savoir. Ah bon. L'alphabet international. Et les dernières lettres, YZ, c'est Yankee Zulu. Et je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais ce qu'on utilise pour les radios, etc. Oui, tu te rappelles de Mort Schumann? Oui, très bien. Papa Tango Charlie. Ben voilà, Papa Tango Charlie, c'est P, T et C. Ah, d'accord. Et c'est l'alphabet international. Mais je ne savais même pas. Écoute, tu nous as appris quelque chose. Super. D'ailleurs, je leur ai dit, alors ils étaient que des jeunes entre 17 et 25 ans, ils m'ont regardé comme ça quand j'ai parlé de Mort Schumann, ils disaient qui s'est jamais entendu parler. Et donc j'ai cherché sur YouTube, j'ai dit voilà, c'est lui, Papa Tango Charlie. Ah, d'accord. Écoute, bravo. Hein. Et on devait savoir l'alphabet par cœur de A à Z. Donc moi j'ai réappris, je me suis remis dans mon alphabet international. Et là du coup j'ai préparé une petite scène pour les rencontres. Donc vendredi j'ai rencontre avec la directrice de casting là, où j'ai une petite scène, je suis une psy. Et je fais une séance avec un monsieur dépressif suicidaire. Voilà. Et donc j'ai appris ma petite soigner alors. J'avoue que ça ne se termine pas très bien, en fait, parce que je lui dis mais non, monsieur Bertrand, quand on veut se suicider, on ne le dit pas, enfin, c'est la base. On apprend ça en première année. Et d'ailleurs, pour vous montrer comme j'ai confiance en vous, je vais me lever, ouvrir la fenêtre, et à ce moment-là, on entend « Ah !» Et là, je me retrouve « Bertrand !» Et ça se termine comme ça. Donc, oui, tu écris des choses. Ça se termine. Non, c'est pas moi, hein, c'est la scène que j'avais à apprendre. Ah, d'accord. Donc, j'ai appris ça pour vendredi. C'est mes répliques pour la scène devant la directrice de casting. D'accord, c'est drôle. Et tu as travaillé pour M6 aussi? Alors oui, j'ai fait 2 fois une émission. Donc j'étais en 2018 avec Ziz, que tu connais aussi, dont tu as entendu parler. Eric Durand est fan de Ziz, il l'a déjà invité. Je l'ai rencontré en 2018 dans Together, Tous avec moi, qui était une émission de télécrochet. Ah oui, non, je n'ai jamais regardé ça. C'est un peu normal parce que, hélas, c'était une émission qui a eu beaucoup de succès en Angleterre. Ils ont voulu faire une version française avec plusieurs saisons, sauf qu'on n'a fait qu'une saison parce qu'on a eu un audimat terrible. Et donc, ça n'a pas très bien marché. Et on était 100
artistes. Ils ont recruté 100 artistes du show business. Et on était dans des petites loges devant une scène avec un buzzer. Et on était 100 dans des petites cases. D'accord. Et en fait, il y avait des artistes, des chanteurs, chanteuses qui venaient chanter devant nous. Et together, tous avec moi, ça voulait dire que si on trouvait que la personne qui était devant nous chantait bien, on devait appuyer sur le buzzer, donc on devait voter pour elle, en fait, en quelque sorte, et se lever et chanter avec. Ah, d'accord. Tu vois ? Et on a tourné pendant une semaine à la Plaine Saint-Denis, dans les studios de la Plaine Saint-Denis. Et c'est là que j'ai rencontré Ziz, et c'est là que j'ai rencontré plein d'autres artistes avec qui j'ai gardé des relations d'ailleurs amicales, adorables. On a passé vraiment des moments très drôles. Et il y avait Garou, qui était notre chef de file, et c'était Éric Antoine qui faisait l'animateur. Ah oui. Alors ça, j'ai aperçu, oui. Qui est très drôle, qui est adorable. J'adore Éric Antoine. Garçon, voilà, avec ses petits cheveux frisés. Oui. Il est trop drôle. Il est mignon. D'ailleurs, il dit toujours des choses très méchantes, etc. Non, mais non. Si, mais enfin bon, c'est son humour. Non, il est très sympa. Il est vraiment très sympa. Mais Et donc, j'ai fait cette émission en 2018. Et là, j'ai été castée pour être donc une des candidates d'une émission de télé-réalité sur M6 qui aurait dû sortir là. Voilà. Le 27 juin, mais à cause des législatives, ils l'ont supprimé. Et donc, je dévoile juste, parce que je n'ai pas le droit, on a une clause de confidentialité, je n'ai pas le droit de parler de l'émission en tant que telle, mais ce que je peux dire, c'est que l'émission sera diffusée normalement, a priori, la dernière semaine de août. Très bien. Et je suis dans le premier épisode. Après, avec d'autres femmes, donc on était une vingtaine à avoir été castées. Mais j'en parlerai sur mon Instagram et sur mon Facebook, bien sûr. On va faire de la publicité pour que les gens regardent cette émission qui pour la première fois en France. Donc, il y a eu une première saison aux États-Unis. Et donc, là, en fait, c'est la production, c'est la Warner, et qui a travaillé pour M6. Et donc, M6 va dévoiler tout ça à fin août. Voilà. Très bien. Écoute, alors, passe un bel été. Merci, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé. Et puis en septembre... Et en septembre, j'espère, venez nous voir du 25 au 29, Les Bonimenteurs, au Théâtre. Au Théâtre, dans le 15e. Oui. Voilà. Merci à toi, Chloé. Merci, Hélène. Et à très bientôt. À bientôt.